Bonjour, chers amis, chers internautes, chers élèves. Aujourd'hui, c'est votre ami et frère Siré Ao qui revient dans le cadre des séries de vidéos qu'il a entamées pour pallier la fermeture des écoles sénégalaises à cause de l'épidémie du coronavirus. Je reviens aujourd'hui vous entretenir d'un aspect du programme de philosophie. Aujourd'hui, sans plus tarder, je vais aborder la notion d'esthétique, ou en tout cas le domaine 3 ou le domaine 4, qui traite de l'esthétique ou de la réflexion sur l'art. Le terme esthétique est un terme euh, grec qui vient du grec aesthesis. Le terme aesthesis signifie réflexion sur le beau ou sur la sensibilité ou sur la sensation. Il est vrai que dès Platon, particulièrement dans la République et dans Hippias, Platon avait produit une réflexion sur le beau. Nous allons y revenir. Donc la réflexion sur le beau est bien une réflexion qui est née avec les origines de la philosophie. Mais c'est dans la pensée de Kant essentiellement, dans la critique de la faculté de juger et même dans la critique de la raison pure, que Kant propose une définition assez intéressante sur l'esthétique. L'esthétique est définie comme une réflexion sur l'art et une réflexion sur le sentiment du beau, ou si vous voulez, une réflexion sur la sensibilité. Mais le terme esthétique, ce néologisme a été utilisé pour la première fois par un philosophe allemand du nom d'Alexandre Baumgarten en 1720, lorsqu'il a parlé de aestikos, pour parler un peu de la science du beau ou de la réflexion sur l'art. Il est vrai que le mot esthétique est un mot qu'on utilise dans d'autres domaines, mais lorsqu'on parle d'esthétique comme réflexion philosophique sur l'art, on fait référence un peu essentiellement à cette réflexion sur le beau et sur le sentiment du beau. Alors revenons-en maintenant à la question de la nature ou de la définition de l'art. Donc dans notre réflexion, on va d'abord aborder la création, la nature de l'art, et donc parler de la définition de l'art, parler de la spécificité ou de la particularité de la création artistique. Et évidemment, il faudra, dès qu'on parle de l'art, parler du beau, parce que l'art a pour vocation de produire le beau. Il faudra donc qu'on réfléchisse sur la beauté esthétique. Et puis, il faudra qu'on analyse les relations que l'art entretient avec la nature. Et puis, on réfléchira sur les fonctions et les finalités de l'art. Et bien entendu, aborder la question de l'art africain. Sans plus tarder, nous allons proposer une définition globalement de l'art. Alors, le terme art est un terme latin qui signifie ars, A-R-S, ou artis, A-R-T-I-S. Ce terme signifie habileté ou un métier. Donc, à ses origines, l'art était souvent confondu à l'artisanat. Nous allons y revenir. Mais revenons d'abord sur la définition qu'on a proposée. On a dit que l'art est une activité de création d'œuvres visant un idéal de beauté. Alors, dire que l'art est une création, c'est dire que l'art produit euh, à partir de rien ou produit du nouveau. Mais il faut faire une distinction entre la création artistique et la création divine. La création divine est une création ex nihilo, c'est-à-dire c'est une création qui part de rien. Alors que la création artistique est une création qui part de quelque chose. Elle est inspirée par un modèle. Ce modèle peut être la nature. Ce modèle peut être les réalités de la vie quotidienne. Ce modèle peut être l'expérience humaine. Dans tous les cas, l'art, au sens strict du terme, est une création, mais une création qui vise la beauté.
C'est d'ailleurs à ce niveau-là qu'il faut distinguer la création artistique de la création artisanale. Même si, dans le passé, on confondait souvent l'art à l'artisanat. D'ailleurs, le mot art désigne, euh, le mot art renvoie à la technique, du grec techné, qui signifie un savoir-faire, une certaine habileté. Alors, donc la grande différence entre la création artistique et la création artisanale, c'est que la création artistique est une création qui vise essentiellement la beauté. Autrement dit, elle n'a pas de finalité extérieure. D'ailleurs, on peut dire que l'art a pour seule finalité la production du beau. Alors que la création artisanale, même si l'artiste ou l'artisan dans ses œuvres, il essaie de mettre une dose esthétique, autrement dit, il essaie d'imprimer la beauté dans sa création, mais l'artisan, en créant son œuvre, il vise essentiellement l'utilité, c'est-à-dire à satisfaire les besoins de l'homme. Alors, pour distinguer l'art et artisanat, il faut distinguer l'art du domaine de la création, d'une création désintéressée, ou en tout cas d'une création qui a pour seule finalité la production du beau, alors que l'artisanat cherche à produire des œuvres qui satisfont le besoin de l'homme ou des œuvres qui sont jugées utiles. D'ailleurs, cette distinction entre art et artisanat a été effectivement le point de réflexion de Kant dans son ouvrage intitulé La critique de la faculté de juger, où Kant définit l'art comme une finalité sans fin. Dire de l'art qu'elle est une finalité sans fin, c'est dire tout simplement que l'œuvre d'art est une œuvre qui ne vise pas à satisfaire les besoins, mais l'œuvre d'art vise tout simplement à susciter l'émotion chez l'individu ou à produire le sentiment du beau. Autrement dit, l'art ne cherche qu'à produire, n'est-ce pas, des œuvres qui visent un idéal de beauté. Alors, donc, pour résumer, la distinction entre l'art et l'artisanat, Kant d'ailleurs dans son ouvrage toujours critique de la faculté de juger, distingue l'art comme une sorte de libre jeu et l'artisanat comme une activité mercantile. C'est-à-dire, l'artiste, pour s'adonner à l'art, il faut effectivement se libérer de toute contrainte matérielle. Il faut juste le faire comme une sorte de jeu, de manière désintéressée. Alors que l'artisanat, comme on a dit, c'est une œuvre mercantile, ou en tout cas une œuvre mercenaire qui vise effectivement à l'utilité. Alors, une fois qu'on a compris la différence entre artisanat et art, il faudra rapidement qu'on comprenne c'est quoi la beauté artistique. Donc, autrement dit, qu'est-ce que le beau? À ce niveau-là, la question qu'est-ce que le beau, cette question-là a été déjà l'objet d'un débat entre Socrate et Hippias dans un ouvrage de Platon qui s'intitule effectivement Hippias. Dans Hippias, Socrate, qui était le personnage principal, avait posé la question au sophiste Hippias. La question qu'est-ce que le beau? Hippias avait dit le beau, c'est une belle jeune fille. Autrement dit, selon Hippias, le modèle de beauté, l'idéal de beauté correspond à une belle jeune fille. Mais Platon, à travers la bouche de Socrate, remet en cause effectivement cette conception de la beauté. Parce que selon Platon, la vraie beauté n'est pas apparente, elle n'est pas sensible. Parce que le propre des beautés apparentes ou des beautés sensibles, c'est d'être des beautés éphémères, c'est d'être des beautés relatives, parce que de la même manière qu'on peut définir, qu'on peut considérer qu'une jeune fille est belle, de la même manière on peut dire, on peut parler d'une belle fleur, on peut parler d'un beau coucher de soleil, on peut parler d'un beau paysage. Bref, à ce rythme-là, on aura autant de beauté que de perception de la beauté. Pour résumer, selon Platon, la beauté, au sens strict du terme, au sens intellectuel du terme ou philosophique du terme, elle n'est pas du domaine de l'art, elle n'est pas une beauté subjective, une beauté sensible, elle est plutôt une beauté intelligible. Et cela est conforme à la théorie platonicienne des idées, où Platon distingue deux mondes,
le monde sensible, qui est le monde des apparences, le monde tel que nous l'apercevons ou nous le percevons par nos organes de sens, et le monde intelligible. Selon Platon, la vraie beauté ou les vraies valeurs, les vraies réalités ne sont pas de l'ordre du sensible, elles sont de l'ordre de l'intelligible. Donc ce n'est pas par l'art qu'on peut arriver à avoir une idée du beau, c'est plutôt par la philosophie. Parce que les beautés des réalités du monde sensible sont des beautés éphémères, des beautés précaires, à l'image d'une jeune fille qui est appelée à vieillir et à perdre toutes ses caractéristiques qui faisaient d'elle qu'elle était belle alors qu'elle était jeune, à l'image d'une fleur qui est appelée à être fanée, les beautés sensibles sont des beautés qui ne sont pas des vraies beautés. La vraie beauté, donc, la beauté en soi est une idée. Autrement dit, c'est un concept qu'on ne peut avoir que par la méditation philosophique, par la réflexion philosophique. Alors, une telle conception de la beauté est remise en cause par Kant. Kant considère que la beauté en soi n'existe pas. La beauté, nous dit Kant, le beau dans la critique de la raison, de la faculté de juger, Kant nous dit ceci. Le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Alors, dit du beau que c'est ce qui plaît universellement sans concept, Kant insiste sur le fait que la beauté est une faculté propre à tout individu. En cela, le sentiment du beau, la faculté de dire d'une chose qu'elle est belle ou qu'elle est laide, cette faculté-là est universelle et existe en chaque individu. Mais le jugement du beau, c'est-à-dire le fait de dire d'une chose qu'elle est belle ou qu'elle est moche, cette chose-là, évidemment, elle est relative. C'est pourquoi on comprend que dans la conception de Kant, la beauté la beauté esthétique a quelque chose de paradoxal. La beauté esthétique a une dimension à la fois universelle, en ce que la faculté de juger est propre à chaque individu, mais le fait de dire d'une chose qu'elle est belle ou qu'elle est moche, cette chose-là est plutôt relative. Donc, on comprend que la beauté chez Kant, c'est une beauté qu'on ne peut pas démontrer. Ce n'est pas donc une beauté rationnelle. C'est d'ailleurs pourquoi on comprendra ce fameux adage, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Parce que tout simplement, la beauté n'est pas de l'ordre du rationnel, la beauté est de l'ordre de la sensibilité. Alors c'est pourquoi quand Kant dit le beau, c'est ce qui plaît universellement, sans concept, il insiste non seulement sur le caractère, n'est-ce pas, désintéressé du beau, sur le caractère effectivement sensible du beau, donc le beau est du domaine de la sensibilité, et là, Kant fait une distinction fondamentale entre le beau ou le plaisir esthétique et l'agréable. Si le plaisir esthétique, c'est ce qui suscite, n'est-ce pas, nos émotions, ce qui touche nos émotions, l'agréable, c'est plutôt de l'ordre, n'est-ce pas, du charnel, de l'ordre effectivement du besoin matériel. Alors à ce niveau-là donc, Kant aussi fait une différence entre le beau et ce qui est joli. Parce que le joli est plutôt inférieur à la beauté esthétique, parce que le joli, c'est vraiment un jugement assez particulier. Il fait aussi une distinction entre le beau et le sublime, parce que le sublime est d'une dimension plutôt mystérieuse, et le sublime ne suscite pas plutôt le sentiment de joie, ça renvoie plutôt à une douleur, parce que c'est une beauté à la limite intense. Distinguons donc le beau du joli et le beau du sublime. Le beau, donc, c'est ce qui plaît universellement, sans concept. Donc, la beauté ne se démontre pas. La beauté chez Kant ne se prouve pas. La beauté s'éprouve. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette réflexion sur la beauté? Si dans la conception platonicienne, la beauté, elle n'est pas sensible, elle est plutôt une idée, il y a ce qu'on appelle la beauté en soi. C'est une réalité intelligible qu'on ne peut acquérir que par la philosophie. Kant pense que la beauté esthétique, c'est un sentiment, c'est-à-dire une faculté de s'émouvoir d'un objet, mais cette faculté est universelle, mais la façon de juger du beau ou du laid, cette façon-là est relative. Alors donc, une fois qu'on a compris la définition de la beauté,
il faut qu'on revienne un peu sur les rapports qui existent entre l'art et la nature. À ce niveau aussi, il y a des conceptions contradictoires. Dans la philosophie de Platon qu'on vient de voir, l'art est considéré comme une sorte de mimésis. Le mot mimésis en grec, ça signifie une imitation de la nature. Rappelons que chez les Grecs, et là on a une bonne illustration de cela dans l'ouvrage toujours de Platon intitulé euh, la République, où Platon, à travers la bouche de Socrate, remet en cause l'art comme imitation. Parce que chez les Grecs, euh, la nature est considérée comme un cosmos, c'est-à-dire comme une harmonie, comme un tout harmonisé, comme un tout rationalisé, comme un tout harmonieux. Donc un artiste véritable dans la conception des Grecs de l'Antiquité, c'était celui qui était capable de reproduire de manière fidèle, entre guillemets, la nature. De la même manière qu'un peintre du nom de Zeuxis, dans l'Antiquité grecque, avait réussi à produire un tableau pour représenter le paysage, le tableau était tellement euh, ressemblant à la nature que des oiseaux venaient picorer le tableau pensant que c'était les paysages de la nature. Socrate, effectivement, considère que une telle conception de l'art est une illusion. Dans la conception socratique ou de Platon, l'art donc est une imitation, mais une fausse imitation de la nature. Rappelons que pour Platon et pour particulièrement Socrate, la nature, au fond, est une fausse réalité. Parce que le monde sensible est le reflet d'un vrai monde qu'on appelle le monde intelligible. Alors, un artiste qui prend la nature comme modèle, il se trompe de modèle. Parce que les réalités qu'on voit dans le monde sensible, à l'image par exemple des arbres qui sont en réalité des arbres sensibles, ces arbres sensibles sont les reflets des vrais arbres ou sont des copies des vrais arbres qui sont dans le monde intelligible. Donc, prendre comme modèle les arbres du monde sensible, c'est se tromper de modèle. Donc, l'art ou l'œuvre d'art comme imitation de la nature est un mensonge. Disons même que c'est un double mensonge. Parce que le premier mensonge, c'est la nature. Le second mensonge, c'est l'œuvre d'art. Donc, l'œuvre d'art est doublement mensonger parce que son modèle est déjà faux. Donc, reproduire la nature, c'est déjà se fonder sur du faux. Donc, l'art est une copie, l'œuvre d'art est une copie d'une copie déjà qui est fausse. Alors, autant dire que dans la conception platonicienne, l'art est un mensonge, est un double mensonge, où l'œuvre d'art est une copie d'une copie qui est déjà fausse. De ce point de vue-là, l'art est une imitation, mais une fausse imitation de la nature. C'est d'ailleurs pourquoi, dans sa république idéale, constituée par les philosophes, les, euh, les artisans et les guerriers, Platon envisage d'expulser les poètes, ou en tout cas les artistes de sa république idéale, parce que ce sont des gens dangereux, ce sont des illusionnistes, ce sont des gens qui nous présentent la réalité sous son caractère effectivement faux. Alors, l'idée que l'art est une imitation de la nature, on la retrouve aussi dans la philosophie d'Aristote. Dans son ouvrage intitulé Poétique, Aristote partage le point de vue de Platon que l'art est une imitation, mais il se distingue de Platon dans l'idée que l'art serait une fausse imitation de la nature. Au contraire, dans la conception aristotélicienne, qu'on peut lire dans son ouvrage intitulé Poétique, Aristote considère que l'art, au fond, nous permet de représenter le monde. En d'autres termes, l'artiste, au fond, nous permet à défaut de nous dire la vérité du monde, l'artiste peut nous donner une idée du monde. Donc l'art ne permet pas de représenter le monde de manière fidèle, mais il peut le faire de manière vraisemblable. Et en représentant le monde de manière vraisemblable, l'art nous donne une certaine satisfaction. Parce que quand on contemple un beau paysage dans un beau tableau, ça nous donne une certaine satisfaction intérieure. Donc, l'art n'est pas dévalorisé dans la conception d'Aristote, contrairement à la conception platonicienne qui fait de l'art une activité illusoire. Dans la conception aristotélicienne, l'art peut nous permettre d'avoir une certaine satisfaction esthétique parce que l'œuvre d'art, certes, est une imitation, mais l'œuvre d'art nous permet effectivement d'avoir une idée de la nature, de pouvoir d'une certaine manière connaître la nature, même si la connaissance certaine de la nature
revient à la science. Donc, autant dire que, aussi bien chez Platon que chez Aristote, l'art est une imitation de la nature. Si pour Platon, l'art est une fausse imitation de la nature, dans la conception aristotélicienne, l'art imite la nature, mais cette imitation de la nature a ce but de satisfaire effectivement la curiosité de l'homme, parce que grâce aux représentations artistiques, l'homme peut avoir une idée de la nature. Il est évident que l'art ne donne pas la vérité, mais l'art peut nous permettre d'avoir, euh, à travers le vraisemblable, l'art nous donne une idée de la nature. Mais l'idée que l'art serait une imitation de la nature, autrement dit une reproduction de la nature, cette idée va être contestée par Hegel. Hegel considère que faire de l'artiste un simple imitateur de la nature, ce serait vraiment dévaloriser son action. Au contraire, Hegel pense que la valeur de l'art ne se trouve pas dans la reproduction de la nature, mais la valeur de l'art se trouve dans la révélation de notre spiritualité ou de notre esprit. Donc, si dans l'œuvre d'art, chez Hegel, Hegel ne se situe pas du côté de la nature ou de l'œuvre d'art, il se situe du côté de l'artiste. Il pense que l'art nous permet de révéler une vérité profonde en l'homme, c'est-à-dire ou l'œuvre d'art permet de révéler notre spiritualité. Autrement dit, notre rationalité s'exprime à travers l'œuvre d'art. En d'autres termes, si on comprend Hegel, vouloir faire de l'art une imitation de la nature, ce serait même quelque part une certaine prétention. Parce que de toute façon, on ne pourra jamais égaler la nature. On ne pourra jamais imiter fidèlement la nature. Donc faire de l'œuvre d'art une simple reproduction de la nature, ce serait effectivement une sorte de perte de temps. D'ailleurs, il y a une bonne métaphore de Hegel dans son ouvrage intitulé euh, euh, Esthétique. Hegel nous dit ceci. Un artiste qui veut imiter la nature ressemble à un ver de terre qui veut ressembler, n'est-ce pas, à un éléphant. Donc, de toute façon, de la même manière qu'un ver de terre ne pourra jamais, en rampant, ressembler à un éléphant, de la même manière, un artiste ne pourra jamais imiter fidèlement la nature. Donc, la valeur de l'œuvre d'art ne se trouve pas dans la reproduction de la nature, mais la valeur de l'œuvre d'art se trouve dans la faculté d'exprimer notre intériorité, d'exprimer notre spiritualité. L'œuvre d'art, au fond, ne permet pas donc de créer la nature, mais de la transfigurer. Si vous voulez, l'œuvre d'art permet de recréer la nature. Alors ça, c'est un très mot important, recréer, dans le sens de, en créant, l'artiste imprime à la nature sa spiritualité, son intériorité. Donc ce n'est pas une reproduction de la nature, mais l'artiste imprime à la nature sa spiritualité, ou en tout cas son monde intérieur. Mais c'est dans la pensée de Bergson qu'on comprend dans son ouvrage intitulé euh, L'être et le mouvant. Euh, Ici, Bergson montre effectivement que l'œuvre d'art est un entre-deux. Quand il dit l'œuvre d'art est un entre-deux, Bergson nous montre que l'œuvre d'art est la rencontre de la spiritualité de l'artiste, de son intérieur, de son vécu, de sa sensibilité, de son histoire et évidemment du modèle que constitue la société, la nature ou le monde extérieur. Donc l'œuvre d'art est une sorte de synthèse entre notre moi intérieur, notre individualité, notre personnalité et le modèle que constitue la nature ou le modèle que constitue le monde extérieur. Dans tous les cas, il faut reconnaître que l'œuvre d'art trouve son originalité, non pas seulement dans le modèle que constitue la nature, mais dans le génie de l'artiste. Alors là aussi, il faut comprendre un mot très important, le génie. Le génie, dit Kant, c'est les talents, n'est-ce pas, que nous offre la nature. C'est un don naturel, le génie. Alors, il est évident que dans l'œuvre d'art, il y a le génie de l'artiste, il y a donc un don naturel, c'est pourquoi l'œuvre d'art est toujours particulier. Quel que soit le modèle, il y a toujours quelque chose de particulier dans l'œuvre d'art, parce qu'en créant, l'artiste imprime à l'œuvre, n'est-ce pas, sa sensibilité, il lui imprime, n'est-ce pas, son imagination, il lui imprime sa personnalité. C'est pourquoi d'ailleurs, on avait dit que l'art se distingue de l'artisanat pour la simple raison, si l'œuvre
de l'artisan peut être reproductible parce que c'est une œuvre qui est inscrite dans une certaine technique. L'œuvre d'art est plutôt inscrite, est en fait le fruit d'un talent, en tout cas d'un talent ou en tout cas d'une individualité, d'une particularité. Donc l'œuvre d'art est par essence unique. Alors ça c'est important quand Claude Bernard disait l'art c'est moi, la science c'est nous. Claude Bernard voulait insister sur le caractère subjectif, le caractère individuel, le caractère personnel, effectivement de l'art, distingué au caractère universel ou au caractère collectif de la science. Alors donc, disons que l'œuvre d'art n'est pas seulement une reproduction de la nature, l'œuvre d'art n'est pas seulement, n'est-ce pas, une imitation de la nature, quelle que soit la perfection de l'imitation, ce serait dévaloriser l'art. La valeur de l'art se trouve plutôt dans cette rencontre, dans cette symbiose entre la spiritualité de l'artiste et le monde extérieur. Alors ça, c'est très important à reconnaître. On comprend d'ailleurs pourquoi, même si l'artiste, n'est-ce pas, disparaît, c'est comme s'il y a une partie de sa vie qui se perpétue dans son œuvre. Alors ça, on peut le reconnaître quand André Malraux disait l'art est un anti-destin. Quand il dit l'art est un anti-destin, ça veut dire que l'œuvre d'art survit, n'est-ce pas, à travers, l'artiste survit à travers son œuvre. Parce qu'il y a une partie de sa spiritualité, il y a une partie de son individualité dans son œuvre. Donc l'œuvre d'art n'est pas seulement une copie, n'est-ce pas, du monde extérieur, ce n'est pas seulement une photocopie de la réalité extérieure. L'œuvre d'art aussi est l'expression de l'intériorité de l'artiste, de sa sensibilité, de son vécu, de sa personnalité. Alors, donc voici ce qu'on pouvait dire par rapport aux relations qui existent entre l'art et la nature. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que, euh, d'ailleurs, ce point-là est tellement important que on peut considérer que la nature touche l'œuvre d'art touche notre sensibilité parce qu'il nous montre la nature sur un autre visage. Quand je dis la nature sur un autre visage, ça signifie que donc il y a des choses que nous voyons dans la nature et ces choses-là n'attirent pas notre attention. Il a fallu qu'un artiste, par exemple, représente une guerre ou représente une réalité comme un paysage ou bien comme les chutes du Niagara pour que ça commence à éveiller notre sensibilité. On comprend pourquoi Paul Klee disait à ce propos-là, l'art ne reproduit pas, n'est-ce pas, le visible, l'art rend visible. L'art ne reproduit pas le visible, l'art rend visible. Ça veut dire qu'une chose banale par nature, un arbre qui n'a jamais attiré notre attention, devient, disons, un objet de curiosité une fois que cet artiste, effectivement, a réussi à le peindre dans un tableau. Dès qu'il peint cet arbre ou ce ruisseau, ou bien une voiture, pour ainsi dire, qui est complètement détruite, dès qu'il le reproduit dans un tableau, ça commence à susciter la curiosité des spectateurs. Alors ça, c'est extrêmement important. Donc on peut dire, c'est d'ailleurs ce point de vue que défend Schopenhauer quand il dit, l'artiste nous prête, on voit le monde à travers les yeux de l'artiste. Alors on voit le monde à travers les yeux de l'artiste. Ça ne veut pas dire que le monde, on ne le voit pas, mais l'artiste, l'œuvre d'art a ce don d'attirer notre attention sur des choses qui sont réputées comme étant banales. Par exemple, euh, il y a eu la guerre civile espagnole, mais cette guerre civile espagnole a été rendue célèbre par le fameux tableau de Picasso intitulé Guernica, où il représente, n'est-ce pas, une scène macabre à travers un tableau, effectivement, qui a rendu célèbre la guerre civile espagnole. Alors, on a même vu, par exemple, l'urinoir, c'est-à-dire une sorte d'urinoir qui était dans une toilette. Dès que l'urinoir a été considéré comme une œuvre d'art, ça a suscité la curiosité, effectivement, des spectateurs. Donc, l'art nous permet, d'une certaine manière, d'éveiller notre émotion, notre sensibilité. Donc, une chose jugée banale, qui n'avait rien, disons, d'artistique, parce que ça n'avait pas la sensibilité, une chose que l'œuvre d'art a représentée dans le cadre de la musique, dans le cadre du cinéma, etc., ça devient artistique. Rappelons d'ailleurs, et ça c'est important, que la finalité de l'art, essentiellement ce qu'on appelle les beaux-arts, parce que là, il faut distinguer les beaux-arts, euh, au fond, ce qu'on appelle l'art au sens strict du terme, l'art désintéressé, et l'art mécanique. L'art mécanique qu'on peut considérer comme étant l'artisanat. Donc l'art, les beaux-arts, ou l'art
les arts libéraux, essentiellement la structure, l'architecture, la littérature, la danse, la musique et le septième art, le cinéma. Ce sont des arts au départ qui ont pour seule intention de susciter, d'éveiller notre sensibilité, de toucher notre émotion. Alors ces formes d'art-là, leur finalité, c'est pas seulement de reproduire la réalité, mais il y a une sorte de travail, n'est-ce pas, de l'imagination sur la réalité. Et donc c'est cette rencontre entre l'imagination de l'artiste et la réalité extérieure, cette rencontre entre, n'est-ce pas, le monde intérieur de l'artiste et la réalité extérieure qui donne l'œuvre d'art. Et c'est ça qui fait la particularité, effectivement, de l'œuvre d'art. Donc on peut dire que l'art ne produit pas le visible, ok? Donc l'art rend visible. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas, euh, qui ne pouvaient pas susciter la curiosité de l'individu, mais qui sont devenues effectivement des œuvres d'art grâce à l'imagination de l'artiste, grâce à sa créativité, grâce effectivement à sa sensibilité, grâce à son monde intérieur. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette réflexion-là? Donc, on peut dire, pour résumer, que avec Kant, par exemple, que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais l'art est la belle représentation d'une chose. L'art n'est pas la belle représentation d'une chose. Ça veut dire que l'art n'est pas la reproduction de la réalité, mais l'art est la belle représentation d'une chose. Ça veut dire que ce qui fait la qualité d'une œuvre d'art, c'est sa capacité à toucher la sensibilité des spectateurs et c'est aussi la capacité pour l'artiste à toucher les émotions, à toucher la sensibilité de ses spectateurs. Alors, donc, voici ce qu'on pouvait dire par rapport aux relations entre l'art, l'œuvre d'art et l'artiste. Donc, l'œuvre d'art n'est ni une reproduction naïve, n'est-ce pas, et fidèle de la réalité. L'œuvre d'art n'est pas aussi une œuvre abstraite, désincarnée, effectivement, du vécu de l'artiste, mais l'œuvre d'art, c'est la rencontre entre la spiritualité de l'artiste, sa sensibilité et évidemment le monde extérieur. Alors, à ce niveau-là, il faudra voir maintenant, est-ce qu'on peut parler des fonctions et de la finalité de l'art? Parler des fonctions et de la finalité de l'art, ça semble paradoxal. Parce qu'on a dit que l'art n'a pas de finalité, ou l'art n'a pas de fonction, ou la seule fonction de l'art, s'il y a une fonction, c'est la fonction esthétique. C'est-à-dire cette capacité de l'art à produire le beau et à susciter les émotions, à toucher les émotions. C'est vrai que quand lui considère que la seule fonction de l'art, c'est la fonction esthétique, quand il dit l'art est une finalité sans fin, ou euh, euh, l'œuvre d'art, sa seule fonction, c'est de susciter l'émotion, c'est-à-dire le sentiment du beau. Alors ça, on l'a dit et répété avec Kant, le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept, ou l'art est une finalité sans fin. Cette idée d'ailleurs que l'art ne sert à rien, sinon qu'à produire le beau, on la retrouve chez ce qu'on appelle les Parnassiens, dont l'un des plus grands représentants est Théophile Gautier, dans ce qu'ils appellent l'art pour l'art. Donc pour les Parnassiens, euh, toute œuvre qui sert à quelque chose n'est plus une œuvre d'art. Alors on comprend d'ailleurs Théophile Gautier qu'il dit, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à rien. Tout ce qui est utile est laid. Donc l'art étant désintéressé, sa seule vocation, c'est la production du beau. Mais l'idée que l'art n'est intéressé que par la production du beau, cette idée-là, évidemment, va être remise en cause par des philosophes comme Nietzsche. Nietzsche pense que l'art, au contraire, l'art permet de produire la joie. L'émotion est la joie parce que la vie étant une vie assez morose, l'art donc permet de donner une certaine gaieté à l'homme. Dans la dans Gai Savoir ou dans le crépuscule des idoles, rappelons que pour Nietzsche, il n'y a pas de vérité métaphysique. Les vérités ne sont, il n'y a pas de vérité absolue. L'art donc exprimant la perception ou la sensibilité. Donc l'art non seulement exprime notre individualité, mais c'est l'art qui nous permet effectivement d'exprimer tout ce qui est émotion, toute notre sensibilité. L'art donc exprime l'humanité qui est en nous. D'ailleurs, l'œuvre d'art ou la création artistique nous permet effectivement de constituer un pont entre ce qu'il appelle l'homme et le surhomme. D'ailleurs, l'œuvre d'art donc nous permet d'exprimer les émotions
tels notre instinct, n'est-ce pas, de destruction et notre instinct d'organisation. À travers la rencontre entre le dieu grec, disons Dionysos, et le dieu grec Apollon. Dionysos, c'est le dieu de la destruction, le dieu de l'ivresse, et Apollon, c'est le dieu de l'ordre. Donc, à travers l'œuvre d'art, l'homme a une certaine liberté qui lui permet de détruire, n'est-ce pas, donc de détruire et de recréer. Donc, l'art nous permet de recréer et l'art, effectivement, nous permet d'exprimer la vie. D'ailleurs, sans l'art, la vie serait une vie extrêmement triste, une vie extrêmement morose, parce que à travers l'art, l'homme exprime sa vitalité. Il exprime sa vitalité et il donne un certain sens à sa vie, il donne une certaine joie à sa vie. On comprend d'ailleurs Nietzsche quand il dit sans la musique, la vie serait une erreur. Quand il dit chant sans la musique, la vie serait une erreur, ou dans un autre passage, il dit je ne saurais croire à un Dieu qui ne sait pas danser. Donc on voit la valeur que Nietzsche donne à l'art pour lui, contrairement à la philosophie qui nous donne des vérités absolues, dogmatiques, des vérités qui sont éternelles. L'art est un éternel recommencement. L'art nous permet d'avoir la faculté de nous renouveler sans cesse. C'est pourquoi donc la vérité se trouve non pas dans, c'est pas la philosophie ni la science qui nous donne la vérité, mais c'est l'art, effectivement, nous donne la vérité dans sa capacité à recréer la vie et à donner un sens à la vie de l'homme. Cette même idée que l'art peut avoir une fonction, et celle de donner un sens à notre vie, on la retrouve dans la philosophie de Schopenhauer. Dans son ouvrage intitulé Le monde comme volonté et comme représentation, Schopenhauer nous montre que la vie de l'homme est une vie, l'existence de l'homme est une existence assez angoissante. Parce que l'homme ne maîtrise pas sa vie, ne maîtrise pas son destin. Mais l'art, au fond, nous permet, n'est-ce pas, disons, de mettre fin à la souffrance de la vie. Donc, grâce à l'œuvre d'art, n'est-ce pas, l'art embellit la vie. Quand je dis l'art embellit la vie, ça veut dire qu'à travers l'œuvre d'art, l'homme peut avoir des émotions, mais peut procurer des émotions. Ces émotions que l'homme procure, ou ces émotions, n'est-ce pas, que l'homme reçoit, lui permettent d'avoir une certaine joie dans la vie. Donc, on voit bien que l'art, effectivement, sa fonction ou sa finalité, c'est donner un sens à la vie, c'est d'égayer la vie, ou en tout cas l'art peut donner, que serait par exemple la vie de l'homme sans la musique, sans la danse, sans le cinéma, ce serait une vue ennuyeuse, ce serait une vue morose. Donc l'art donne du piquant à la vie, l'art donne un certain sens à la vie. Sans l'art, notre vie serait vraiment une vie ennuyante, une vie triste. Et cette idée-là, on la retrouve à la fois chez Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, et chez Nietzsche. Alors, pour finir, mettons que parler de la finalité de l'art, on peut aussi parler du caractère de l'art comme thérapie. L'art comme thérapie, on la trouve dans la philosophie de Freud, Sigmund Freud. Sigmund Freud, à travers la psychanalyse, Sigmund Freud nous montre que chez l'homme, il y a des forces, n'est-ce pas, qui s'affrontent. Les instincts ou les désirs, les pulsions de vie et les pulsions de mort. Les pulsions de vie qui s'expriment à travers nos désirs de ça, et les pulsions de mort qui s'expriment à travers les interdits sociaux, à travers le surmoi. Et notre moi, l'individu, il est écartelé entre les désirs du ça et les interdits du surmoi. Lorsqu'un désir n'est pas capable d'être réalisé, évidemment, ce désir ne meurt pas. Ce désir est retourné ou refoulé. Mais on peut réaliser ces désirs de manière acceptée par la société à travers l'art. Donc, si on comprend Freud, l'art serait une sorte de catharsis, autrement dit, une sorte d'expression des désirs refoulés. Donc, on comprend que l'art a une visée thérapeutique parce que tout simplement, l'œuvre d'art permet d'exprimer toutes les pulsions qui sont refoulées. Tous les désirs qui sont refoulés peuvent être euh, exprimés à travers l'œuvre d'art, à travers ce qu'on appelle la sublimation. Rappelons que chez Freud, la sublimation, c'est le fait de transférer ou de transposer, n'est-ce pas, un désir, n'est-ce pas, refoulé, en un désir accepté par la société. Donc, dans son ouvrage intitulé Malaise de la civilisation, Freud, effectivement, insiste beaucoup sur le caractère thérapeutique de l'art. Donc, l'art peut soigner. D'ailleurs, même, on voit que des enfants qui sont victimes de guerre
ou des personnes qui sont victimes de guerre, ces enfants, on peut exprimer leur souffrance, ou on peut effectivement essayer d'atténuer leur souffrance à travers le dessin, à travers la musique. Donc la musique, c'est pas pour rien qu'on dit que la musique adoucit les mœurs, ou l'art adoucit les mœurs. Donc l'art aussi peut avoir une dimension morale. Quand je dis l'art peut avoir une dimension morale, donc l'artiste peut chercher à, disons, dénoncer, n'est-ce pas, les mots et les avatars de la société. Une telle conception de l'art, d'ailleurs, on la trouve dans les écrits, effectivement, de Jean de La Fontaine. Dans les fables de Jean de La Fontaine essayait, à travers ses fables, n'est-ce pas, de véhiculer des leçons de morale. On peut donc dire que la littérature, la musique, le cinéma, donc on a des littératures engagées, des cinémas engagés. Donc ces formes d'art cherchent à dénoncer, n'est-ce pas, les maux de la société, cherchent effectivement à combattre effectivement les injustices sociales, comme on le trouve d'ailleurs chez Zola, quand il écrivait sa lettre J'accuse, en tant que littéraire, en tant que romancier, il a voulu dénoncer les injustices de la société. Et dans le monde moderne, on a vu par exemple des artistes engagés, comme effectivement Bob Marley, Robert Nesta Marley, qui à travers sa musique dénonçait effectivement l'injustice que les Blancs faisaient subir effectivement aux Noirs. Et on le voit aussi aujourd'hui, l'art engagé est devenu un art disons, assez prisé par les artistes. Chaque artiste dit que je suis la bouche des sans-voix, je suis un porteur de voix. Donc on sent qu'aujourd'hui, l'art est devenu de plus en plus engagé. Et si on regarde les fonctions et les finalités de l'art, dans l'art africain, par exemple, avec Senghor nous montre, par exemple, l'art africain, contrairement à l'art occidental, n'est pas de l'art pour l'art. C'est un art engagé parce que c'est un art qui a une fonction magico-religieuse. Magico-religieuse, parce que l'art africain est un art, un moyen de communication qui permet aux vivants d'entrer en relation avec les morts. Donc c'est un art sacré. Un art sacré et un art collectif, contrairement à l'art occidental, qui est un art subjectif, un art individuel. L'art africain est un art engagé, c'est un art qui est omniprésent dans la vie des Africains, à la naissance, comme dans la mort, dans les mariages, comme dans les chants. Partout, l'art est présent. Donc l'art africain est un art collectif, est un art engagé. C'est un art donc effectivement qui est inscrit dans l'ontologie africaine. C'est un art aussi qui permet aux vivants de communiquer avec les morts, comme on le voit chez les Dogons, avec les masques Dogons, comme on le voit chez les Lebou, à travers les Ndep. On voit qu'il y a des chansons, des danses, chez chansons et ces danses sont un moyen de communication, n'est-ce pas, que les vivants ont avec les morts. Bref, autant dire que l'art africain n'est pas un art effectivement désintéressé, c'est un art engagé et l'art est devenu de plus en plus même un art utilitaire à travers, par exemple, les œuvres d'art sont devenues les œuvres les plus chères. Nous savons que les œuvres, par exemple, d'un Van Gogh ou les œuvres d'un Picasso ou en tout cas les œuvres de Mozart ou autres œuvres sont devenues des œuvres extrêmement chères. Les œuvres d'art coûtent maintenant des milliards. D'ailleurs, on se pose la question si on ne pourrait pas parler de la mort de l'art. Parce que euh, on avait dit que la seule chose qui intéresse l'artiste au sens des beaux-arts, c'est la production du beau. Or, aujourd'hui, l'art est devenu de plus en plus mercantile. En devenant un art utilitaire, l'art a tendance effectivement à perdre sa valeur. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de la mort de l'art. Parce que tout simplement, l'art n'est plus simplement la production du beau, mais les artistes essaient de vivre de leur art. Et dès qu'on commence à vivre de son art, n'est-on pas aujourd'hui en train de trahir l'art, de parler de la mort de l'art? Donc voici globalement ce que je pouvais dire par rapport à cela. Retournons donc en conclusion que l'artiste, effectivement, est quelqu'un qui a un modèle. Son modèle peut être la société, son modèle peut être, n'est-ce pas, la nature, son modèle peut être effectivement les expériences humaines, mais l'artiste n'est pas qu'un simple imitateur. L'artiste aussi a sa part d'imagination, sa part, n'est-ce pas, sa personnalité, sa subjectivité, son histoire qu'il imprime à l'artiste, qu'il imprime à l'œuvre d'art. Donc l'œuvre d'art est le produit, n'est-ce pas, de l'imagination de l'artiste, de sa créativité, de son génie. Il faut dire effectivement que quand l'artiste
produit son œuvre, il n'a pas une idée de la, n'est-ce pas, de ce que va devenir son œuvre. Comme on l'a dit, c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre l'artiste et l'artisan. Parce que l'artisan, il a un projet. Il connaît un peu son produit final. Alors que l'artiste, lui, et c'est ça qu'on voit chez Nietzsche, l'artiste, n'est-ce pas, en produisant son œuvre, il ne connaît pas, n'est-ce pas, à quoi va ressembler son œuvre. D'où le génie. Il y a une part de mystère, de génie dans l'artiste. Si le génie, chez Platon, ça relève de la divinité, dans la conception aristotélicienne, le génie est plutôt, la conception du plutôt kantienne, le génie est un don naturel. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une certaine, comment dirais-je, une part de quelque chose qui échappe, n'est-ce pas, à l'artiste dans sa création. Bien sûr, il y a une part de rationalité, il y a une part de réflexion dans la pré-production de l'art, il y a une bonne part de travail, ok, dans l'art. D'ailleurs, Thomas Edison, c'est un chimiste américain, il disait l'art ou l'œuvre d'art est constituée d'un dixième d'inspiration et de 99, d'un dixième ou en tout cas d'1%, si vous voulez, 1% d'inspiration et de 99% d'expiration. Donc, ça veut dire que la création artistique n'est pas seulement une création spontanée, c'est pas seulement une création hasardeuse, mais il y a une part de travail, n'est-ce pas, dans l'œuvre d'art. Il y a une part de réflexion dans l'œuvre d'art, même si cette part de réflexion dans l'œuvre d'art se trouve plutôt dans la maîtrise des outils et des objets, mais l'inspiration, c'est-à-dire cette capacité à créer, cette capacité à imprimer à la réalité effectivement sa personnalité, cette partie-là semble être pour Platon, disons, un don, ou en tout cas, mettons, une inspiration divine qui vient des muses, ou en tout cas de ces dieux-là qui inspirent l'artiste. Dans la conception, effectivement, de Kant, ça ne relève pas effectivement de quelque chose d'irrationnel, mais c'est plutôt quelque chose de rationnel, c'est la nature qui nous imprime ses marques. Mais retenons globalement qu'une œuvre d'art réussie, c'est une œuvre d'art qui suscite l'émotion. Ce n'est pas une œuvre d'art au départ, ce n'est pas sa valeur marchande. Mais ce qui fait la beauté d'une œuvre d'art, c'est sa capacité à susciter l'émotion, c'est sa capacité, n'est-ce pas, à éveiller notre curiosité, c'est sa capacité, effectivement, à éveiller en nous, effectivement, disons, c'est cette capacité à entrer dans le monde intérieur de l'artiste et cette capacité, effectivement, à nous procurer un certain plaisir esthétique, comme on le retrouve dans la philosophie de Kant qui dit ce qui est beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Donc, une œuvre d'art est réussie quand cette œuvre d'art nous plaît, quand cette œuvre d'art, effectivement, suscite en nous ses émotions. Ce n'est pas donc sa valeur marchande qui fait la valeur de l'art, mais c'est sa valeur esthétique. Merci, chers amis. Voici ce que je pouvais dire par rapport à l'art. J'espère que vous avez appris, en tout cas de cette vidéo-là. Ça vous permet de compléter les informations que vous avez reçues en classe ou que vous allez recevoir plus tard. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci.